نص جملة كبرى يصبح النص جملة كبرى ولا حاجة لعلامات الوقف. وحدها اللغة تحكي التشظي والزئبقية والاختلاف. هناك الكلمات أو اللغة الفرنسية ممتزجة بالكلمات الدارجة العربية. نجد مثلا السبنية الريحية. من يعرف الآن السبنية؟ شنو هي السبنية؟ شنو هي الريحية؟ شكون باقي تيقول السبنية والريحية؟ المليح كان يحب هذه الكلمات، وكنا في بعض الأحيان نجلس ونذكر كل هذا الكلام الجميل الذي لم يعد موجودا اليوم في لغتنا اليومية. ودون أن يصل بنا الأمر إلى وصفها، يعني أعمال المليح بالسيرة الذاتية، الشيء الذي كان يتفاداه الكاتب نفسه، ذلك أن السيرة الذاتية فيها نوع من الانغلاق نحو الذات والانغلاق حول الهوية. وبالنسبة لمضمون كتابات المليح فقد أشار في الحوارات إلى ذلك التعارض بين عمل أدبي مكتوب بلغة أجنبية ومضمونه الذي يتعارض كليا مع هذه اللغة. يعني هذه أيضا إشكالية، من ثم يعني أهمية ترجمة أعمال المليح. طبعا أعمال المليح تكتسي بعدا إنسانيا، لكن مع ذلك فهي تستدعي كما قلت قبل قليل قارئا ضمنيا هو القارئ المغربي أولا وقبل كل شيء. Pensée sauvage et la fondation Edmond Amran el-Melh et le retour d'Aboul Hakim par la Pensée sauvage et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Vous allez dire pourquoi, de quel droit ces deux institutions republient, rééditent les œuvres d'Edmond. Deux raisons. La première, c'est que la Pensée sauvage, qui a les œuvres, les droits de la propriété intellectuelle, a cédé l'usage, je dis bien l'usage de cette propriété à la Fondation Edmond Amran el-Melh. Et que la Fondation et la Pensée sauvage ont créé une maison d'édition, la Pensée sauvage, à Tahennaout, chez notre grand ami Mourabiti. Donc il y a déjà, à partir du 1er décembre 2015, une Pensée sauvage Maroc à Tahennaout, dont la fonction est de rééditer les ouvrages d'Edmond, mais aussi de rééditer un certain nombre d'écrits d'Edmond qui n'ont jamais été publiés. Beaucoup de collègues travaillent sur Edmond, M. Tommy et d'autres collègues sont là. Il y a énormément d'articles, d'entretiens qui n'ont jamais été publiés. Notre tâche, dans le cadre de la Fondation Edmond Amran el-Melh, c'est de le rééditer, c'est de le traduire. Pourquoi la Bibliothèque nationale a réédité avec la Pensée sauvage Aboul Hakim? Je l'ai choisi, je m'excuse Monsieur le Président, cher ami, parce que il me semble significatif de cette complexité, de cette richesse d'Edmond qui navigue entre le culturel, l'imaginaire, la cuisine, le café, la harissa, entre Zada et entre la corruption, le Kadhafi, le Zaïd, l'usurpateur. C'est ça Edmond Amran el-Melh. Et c'est écrit dans un langage et un imaginaire tellement complexe que ça devrait intégrer l'université. Ça a été publié avec la Bibliothèque nationale parce qu'Edmond Amran el-Melh, comme vous le savez, a fait don de tout ce qu'il avait, livres, chaises, médailles, la canne, le chapeau, à la Bibliothèque nationale. Et la Fondation Edmond Amran el-Melh est domiciliée à la Bibliothèque nationale parce que c'est la moindre des choses que la Bibliothèque nationale reconnaisse à ce grand monsieur ce droit qu'il soit hébergé éternellement dans une institution de ce pays qu'il a aimé, à côté de ses objets. Voilà pourquoi il ne s'agit ni de personne, il s'agit du Maroc. Edmond a aimé sans complaisance, a beaucoup de critiques. Et tout à l'heure, si tu le permets, je dirais quelques mots d'Aboul Hakim, dans lesquels on trouve cette fantastique imagination de Issa Edmond,
même temps, est-ce que Issa Edmond ou c'est M. Abdelrahim, est-ce que c'est le Kadhafi, est-ce que c'est le type qui se kiffe dans le café de Zrelika? C'est tout cela Edmond. Et c'est pour cela qu'il est grand temps que les Marocains, quel que soit leur niveau, lisent Edmond Amran al-Malh, peu importe la langue. Il faut qu'il soit traduit en arabe, en amazigh, mais parce que le livre d'Edmond, l'écrit d'Edmond, est un écrit qui est pensé en darija marocaine, truffé de mots amazigh et transcrit en français. Quand il parle de la Sorbonne, quand il parle de cette France qui lui a donné les deux mamelles, la culture et les arts, on voit tout de suite ces métaphores, ces paraboles du Maroc. Quand il parle de Qsar, quand il parle de Marrakech, quand il parle de Fès, quand il parle de Souira, quand il parle d'Assila, quand il parle de ce rabbin qui est mort dans une traversée du désert et qu'il a fait un miracle et que les musulmans ont su l'interpréter, il montre que dans ce Maroc, il n'y a pas de frontière, contrairement à ce qu'on veut créer, entre musulmans, juifs, chrétiens, entre religion et non-religion. Et Edmond Amran al-Malh est marocain universel. Merci Davis Relouz pour cet éclairage et ce témoignage passé aussi va apporter son éclairage sur l'œuvre de Amran al-Malh. Merci à la BNRM d'avoir organisé cet événement, merci à Abdallah Baïda pour son invitation et merci aux prestigieux invités qui sont là de m'avoir beaucoup éclairé. Je reprends ton expression et de permettre, oui, de mieux connaître cette œuvre d'Edmond Malher. Alors, tu dis pourquoi la rééditer. Moi, je pense depuis tout à l'heure, je regarde les visages des gens qui sont là. Pourquoi rééditer pour des personnes, par exemple, qui sont là et les mêmes yeux que vous avez en nous regardant, mais en lisant l'œuvre, en la découvrant. Et on a dit, il y a plusieurs formats, plusieurs langues. Et à un moment, vous parliez du regard, du visage tout à l'heure, tel qu'on parle des Lévinas. Là, on a effectivement des visages, et à un moment, le visage, justement, interagit avec une œuvre, et celle d'Edmond Malher, j'espère que je prononce bien, Edmond Malher est extrêmement importante, à mon avis, de 3 points de vue. Tout d'abord, alors au niveau sociologique, oui, et d'ailleurs c'est toi qui m'avais fait découvrir cette œuvre, et je t'en remercie. Je me souviens, tu m'avais dit que c'est ce livre-là qui serait peut-être une première clé d'entrée, les lettres à moi-même. Alors moi je l'ai lu dimanche dernier dans le train, mais tu m'avais dit ça il y a 6 ans. Alors entre-temps, j'avais lu d'autres, Parcours immobile, à Hélène, La nuit du récit. Et au niveau de ma recherche sur la sociologie, effectivement, ça touche autant aux questions de genre ou aux questions de vulnérabilité. L'œuvre de Edmond Malher, en tant qu'écrivain, il n'est pas sociologue. Il ne faut pas parler, je pense, d'Edmond Malher, je parle sous ton contrôle en tant que sociologue, du Parti communiste marocain. Il y a des passages, je trouve, formidables dans Parcours immobile. À un moment, je vais juste dire une citation très très courte sur la mémoire du Parti communiste marocain. 2 trous dans le tissu de la rhétorique communiste, criblés de balles comme des corps de ceux qui en 1944 à Fès, à Témara et ailleurs étaient tombés sous les rafales des mitraillettes des soldats de Leclerc. On est dans le contexte du manifeste de l'Istiklal. Quand on publie ça dans les années, en 1980, quand on publie Parcours immobile, Maspero avait des convictions anticolonialistes très très fortes. Et là, on a alors un enjeu de mémoire, pour parler comme Benjamin, peut-être aux 3 niveaux de la chaussette. Ça, c'était une métaphore de Benjamin sur cette chaussette. On a d'un côté une mémoire. Alors je prends l'exemple du Parti communiste marocain, mais il y a aussi la mémoire dans l'œuvre de ce qu'a pu être le regard justement des personnes colonisées sur le corps des femmes françaises. Il y a des passages dans Parcours immobile qui m'ont fait sourire. Le corps de la femme française, cette saveur inouïe, impureté, jetée dans les eaux sereines de la tradition. Ça, je trouve, c'est quelque chose qui vraiment me transcende quand je lis ça. Et on a cette mémoire à 3 niveaux, cette mémoire donc dans le texte, les pratiques sociales dont parle un auteur,
on a cet intérêt aussi de la mémoire aujourd'hui. Alors là, au sens de Walter Benjamin, à quoi ça sert aujourd'hui de relire Edmond M. Mahler? Mais c'est pas pour restituer l'histoire telle qu'elle a été, c'est pour se saisir du passé dans le présent et faire face à un péril futur. Vous parliez tout à l'heure un moment des frontières qu'on crée. Ben, c'est peut-être pas tant lire Edmond M. Mahler en sociologue positiviste pour comprendre ce qu'a été l'histoire coloniale. Ça, moi ça m'intéresse pas. Mais en tant peut-être qu'intellectuel étranger, mais maintenant, si j'ai pu comprendre, alors adopté au Maroc et étant de cœur de toute façon ici, relire Edmond M. Mahler dans un contexte, on parle effectivement de division, dans un contexte de violence extrême, dans un contexte aussi aujourd'hui où certaines néocolonisations néolibérales sont importantes, relire cette œuvre me semble importante. Et puis troisièmement, peut-être troisième intérêt de relire cette œuvre, mais à des fins pédagogiques, en tant qu'enseignant, vous parliez tout à l'heure, faire découvrir ça à vos étudiants. Moi, je pense à la rentrée prochaine ou les autres années, je recommande souvent à mes étudiants qui travaillent cette langue étrangère qui est le français au Maroc, je leur dis allez lire Edmond M. Mahler, allez lire Abdelatif Lahabi, allez lire d'autres écrivains. Je ne les citerai pas encore, d'autres écrivains marocains, écrivant, tu l'as dit, dans la langue française, mais ne s'exprimant pas en français. Là, il y a un jeu, et c'est là où Edmond M. Mahler n'est pas un sociologue. Et enfin, un autre intérêt qui me semble majeur dans l'œuvre d'Edmond M. Mahler, ben, c'est pour sentir justement cette volonté il y a une phrase très belle justement dans la réédition 2000 de Parcours Immobile, où il parle de la volonté de briser la fermeture de l'identité, de la faire éclater en fragments, de penser les interpénétrations, les mélanges, la collision entre les cultures, ce qui ne veut pas dire l'anéantissement des cultures, leur mélange, leur rencontre, leur interpénétration, leur symbole. J'ai la chance, mon épouse m'a fait découvrir ça, mon épouse est marocaine et m'a fait découvrir ça. À un moment, la rencontre des cultures ne veut pas dire leur annihilation dans justement l'uniformisation universaliste, à mon avis intempestive. Il y a quelque chose dans Aïlen ou La nuit du récit, une phrase qui fait écho justement à Parcours Immobile, quand Edmond M. Mahler écrit « L'écriture est sortie d'elle-même, son langage s'est multiplié ». Mais là, il y a quelque chose peut-être d'extrêmement important, voir que nous faisons partie d'un monde commun, qu'il n'y a rien de pire justement que l'oubli. Là, la mémoire est importante, mais qu'il n'y a rien de pire qu'une tradition sclérosée. C'est encore un mot de Edmond M. Mahler. Et que justement, cette pluralité ici qui nous caractérise tous fait partie d'un monde commun. Et que lire les œuvres d'art, bah, c'est justement se réconcilier avec notre humanité et réenchanter la vie. Merci. Merci Jean Zaganiaris. Donc après ce tour de table, je vois qu'il y a des visages, comme vient de le dire Jean Zaganiaris, des visages amis d'Edmond Amran El Maleh, des gens qui ont travaillé sur l'œuvre d'Edmond Amran El Maleh, qui l'ont côtoyé de près. Et donc